Il est 8h33, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. J'ai regardé le Premier ministre hier soir. Il nous dit « j'entends ». Très bien, mais qu'entendez-vous, Benjamin Griveaux? Le Premier ministre l'a dit dans son intervention hier soir, il entend d'abord la colère qui s'est exprimée samedi, qui a continué à s'exprimer hier et encore ce matin très tôt. Il entend aussi la souffrance. Et qui s'exprime toujours. Et qui s'exprime toujours. Il entend aussi la souffrance sincère de milliers de Français qui n'en peuvent plus parce que bien souvent les difficultés s'accumulent. Il y a la question du carburant qui a été à l'origine du lancement de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais ce dont je suis certain, c'est que dans beaucoup de territoires, beaucoup de nos concitoyens sont aussi descendus dans la rue parce que les services publics ne vont pas bien, parce que ils sont dans un territoire enclavé, parce que le taux de chômage est un peu élevé là où ils habitent, parce que la maternité va fermer ses portes parce qu'il y a moins d'habitants, et donc l'activité. C'est le sentiment, qui n'est d'ailleurs pas un sentiment, mais qui est une réalité, de déclassement. Et au fond, le sentiment que la promesse de la République, elle n'est pas tenue. La promesse de la République, elle est simple, c'est de dire à la génération actuelle que ses enfants vivront mieux qu'elle. Et ça, hier, dans beaucoup de ce que j'ai entendu, alors sur les chaînes d'infos, mais beaucoup aussi ce qui circulait sur les réseaux sociaux de gens qui au fond faisaient des témoignages assez spontanés, il y avait beaucoup de désespérance. Et ça, le Premier ministre voulait, par son intervention hier, montrer qu'on l'avait entendu. Mais quel espoir avez-vous donné? Quel espoir? Désespérance. Mais d'accord, c'est très bien d'entendre. C'est très très bien. Bon. Mais il faut apporter ensuite, des réponses. Il faut y apporter des réponses concrètes. Mais oui. Mais je vous prends un exemple. Oui. Un exemple tout bête et qui date pas du carburant. Oui. Le chèque énergie qu'on a voté l'an dernier. Non, mais l'an dernier. Non, mais c'est 3,6 millions de Français, 150 euros. Il y en a 560 000 qui l'ont pas demandé. Et je vais vous dire une chose. S'ils l'ont pas demandé, c'est pas qu'ils en veulent pas. Parce que je suis sûr que dans ces 560 000 qui l'ont pas demandé, il y en avait qui hier avaient un gilet jaune. S'ils ne le savaient pas, c'est qu'on a mal fait le boulot et que nos administrations et nous, parce que c'est nous qui sommes en responsabilité, on doit aussi permettre à ces Français de pouvoir y avoir recours. Parce que je vous dis pas que ça va, à nouveau Jean-Jacques Bourdin, tout régler. Mais pour les gens qui étaient hier avec un gilet jaune, 150 euros et 200 euros l'an prochain, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et donc s'ils peuvent le toucher, c'est aussi notre job de le faire. Mais Benjamin Griveaux, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond qu'un chèque énergie. Je vous Que demande... Tiens, je vous pose la question. Que demandent celles et ceux qui manifestent, d'après vous? Vous le savez? Que leurs enfants puissent vivre mieux qu'eux. Ils demandent un job, ils demandent de pouvoir vivre décemment de leur travail. C'est pour ça qu'on préfère taxer le carburant que le travail. C'est pour ça qu'on a mis en place la semaine dernière des dispositifs qui vont leur permettre de les accompagner parce que la transition écologique, je vais vous dire un truc, c'est difficile. Il faut se désintoxiquer de la France du tout pétrole. Il faut se désintoxiquer de cela. Ça fait 50 ans que ça dure. Moi, ce que je veux leur dire aussi, et je vais vous dire, c'est très difficile. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on continue comme avant, qu'on fasse ce que proposent les Républicains, un chèque carburant qui coûte 15 milliards d'euros. C'est 2 points de TVA pour tout le monde. Tous les gens qui étaient hier sur les barrages, il faut qu'ils sachent, quand Laurent Wauquiez y va, la larme à l'œil, il propose 2 points de TVA supplémentaires. Éric Ciotti, pareil. C'est comme ça qu'ils veulent financer. Non mais Benjamin Griveaux, ça c'est de la politique. Non. Moi ce que je leur dis, c'est que dans 2 ou 3... Je suis pas certain que sur les barrages on adhère aux idées de Laurent Wauquiez ou Éric Ciotti. C'est pas le souci. Le souci c'est la fin de mois. Mais c'est pas la fin du mois, c'est le 15 du mois. C'est le 15 du mois. La fin du mois. Alors, quand on supprime les cotisations pour augmenter, pour faire que le salaire net augmente, est-ce qu'on l'a fait ou pas depuis le début de l'année? Est-ce qu'on peut nous faire crédit de ça? Oui ou non? Qui était le candidat qui proposait que le travail paye mieux? Est-ce qu'on a ces 3,15% de cotisation en moins depuis le début de l'année? Oui ou non? Beaucoup de femmes dans les barrages. Pourquoi? Est-ce qu'on supprime la taxe d'habitation? Est-ce que les feuilles de taxe d'habitation qui sont arrivées là, elles ont connu une baisse de 30% pour 80% de nos concitoyens? Oui. Est-ce que c'est la taxe la plus injuste, géographiquement, socialement, parce qu'elle frappe les territoires les plus enclavés et elle est moins importante dans les territoires les plus riches? Qui était contre? Tous ceux qui étaient sur les barricades hier, beaucoup de femmes hier et avant-hier et ce matin qui étaient là? Alors, d'abord parce que les femmes subissent en premier les horaires difficiles, le temps subi, le temps partiel subi, qu'elles ont souvent des fins de mois très compliquées, que vous avez de plus en plus de foyers monoparentaux et que vous avez des femmes qui ne s'en sortent plus parce qu'elles doivent gérer 2 gamins, parce qu'elles doivent gérer un boulot et parce qu'elles ont plus de vie. Et donc c'est
ça qu'on a entendu hier aussi. Et ce que vous avez raison de dire, c'est pas le chèque énergie ou c'est pas, je vais vous dire, mais considérer que ça n'est qu'une question hier d'argent, c'est avoir une part de mépris pour les gens qui étaient là hier. Parce qu'il disait autre chose que ça. Bon. Et alors sachez qu'on l'a entendu. Bon, les taxes, les augmentations de salaire, le pouvoir d'achat, etc., etc. C'est vrai que certaines et certains n'ont plus rien à perdre. Vous vous rendez compte de ça, Benjamin Griveaux? Oui, ils n'ont plus rien à perdre. Là, j'ai entendu le Premier ministre qui dit on va tenir bon. Donc c'est clair, vous allez tenir bon sur la hausse des taxes sur les carburants en janvier. Ça, c'est clair. Vous ne changerez pas, quelle que soit la mobilisation, quelle que soit l'évolution de la situation. Mais c'est la bonne décision. Parce que si dans 2 ans, si dans 18 mois, les pays du Golfe, les pays qui produisent le pétrole, font en sorte que le prix du baril, ce qu'on a connu il y a quelques années, atteignent 80, 90 ou 100 $ le baril, eh bien ce sont eux qui s'occuperont du porte-monnaie des Français. Quand on est pour l'indépendance nationale, quand on est pour la souveraineté nationale, eh bien on accompagne nos concitoyens dans cette transition qui est difficile. La transition, qu'on sort de l'énergie fossile, on est bien d'accord. Ça veut dire que l'objectif, très clairement, c'est de limiter les gaz à effet de serre, c'est de limiter la production de CO2 et que donc on va progressivement regarder ce qu'on fait sur les centrales à charbon. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas Total de forêt au large de la Guyane? D'abord, ce sont des licences qui ont été données avant et qui ont été faites avec des travaux d'exploration d'hydrocarbures bien avant cette élection. Il y a aussi des engagements de l'État à l'égard des entreprises, des particuliers. Donc Total pour la forêt, on est bien d'accord. Enfin, seulement les centrales à charbon, puisqu'on parle de ça, elles vont fermer, il y en aura plus. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que Total pourra forer au large de la Guyane? La réponse a déjà été donnée. Mais ce que je veux vous dire, la réponse est oui. Et vous la connaissez. Bon. Donc ce que je veux vous dire, c'est que les centrales à charbon, elles auront fermé en 2022. Les centrales à charbon. Il n'y aura plus une seule centrale à charbon. On sera le premier pays au monde à le faire. Que les explorations d'hydrocarbures, puisque vous parlez de Total en Guyane, il n'y en aura pas une nouvelle qui sera autorisée parce que c'est terminé. On est le premier pays au monde à le faire. Qu'il n'y aura pas de nouvelles centrales thermiques ni à gaz qui seront ouvertes dans le quinquennat. Le kérosène utilisé par les avions dans les vols intérieurs n'est pas... Mais parce que ça relève, vous le savez, comme moi, de conventions internationales, et vous le savez. Et qu'est-ce que fait la France? Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? François de Rugy et Brune Poirson, ils y passent une partie de leur temps à Bruxelles avec nos partenaires. On ne décide pas tout seul dans son coin. Il faut arrêter de faire croire n'importe quoi à nos concitoyens. La France, on ne peut pas dire on décide tout seul dans notre coin et en même temps être dépendant du pétrole et expliquer qu'il faut subventionner le chèque carburant, faire des chèques aux monarchies du Golfe qui demain décideront de ce que les Français ont dans leur porte-monnaie. Moi, je ne m'y résous pas. Bien, la transition énergétique, écologique. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas appuyé l'amendement vendredi soir sur l'huile de palme? Expliquez-moi pourquoi. Alors, je vais vous dire... Amendement qui a été voté contre l'avis du gouvernement. Il s'agit de quoi? Eh bien, l'huile de palme utilisée pour les biocarburants est exonérée de taxes. Et vous voulez maintenir cette exonération de taxes. Ça, c'est une vision un peu partielle du sujet. Je vais vous expliquer très simplement. L'intention de Bruno Millienne, elle est extrêmement louable. Mais l'effet, il est totalement contre-productif. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la mesure, elle va provoquer un report sur le soja. Le soja, on considère que c'est pire pour la déforestation que l'huile de palme. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est un plan global sur la déforestation. Il a été présenté la semaine dernière par François de Rugy. Donc, plutôt que de s'intéresser à un petit amendement d'un vendredi soir, je vous propose de regarder le plan global. Il n'y a pas que l'huile de palme, il y a le cacao, il y a l'EVA, il y a le soja. Et l'objectif, c'est 0 importation de produits qui génèrent de la déforestation en 2030. C'est ça le sujet. Et après, je vais vous le dire, puisque il y a aussi des gens, ça touche l'entreprise de la Med, c'est 250 ouvriers sur le carreau. Il faut aussi, c'est la transition écologique, si on veut qu'elle soit acceptée et qu'elle soit comprise, c'est pas qu'elle passe après. C'est qu'on peut pas nous demander de dire, il faut écouter les gens, et quand on a 250 ouvriers qui vont se retrouver sur le carreau, dire ça compte pas. Bon, moi je reviens dans cet équilibre-là, au pouvoir d'achat des Français. Je reviens au pouvoir d'achat des Français. Qui émet le plus de gaz à effet de serre? Je sais pas, mais vous allez me le dire. Moi je vais vous le dire, les plus riches d'entre nous. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Vous savez pourquoi? Toutes les études le montrent. Parce qu'ils consomment plus. Donc ils émettent plus de gaz à effet de serre. Qui se sent pénalisé par les mesures écologiques de transition écologique? Les plus faibles. Bien sûr. Les plus modestes d'entre nous. Qui bénéficie des mesures... Où est la justice sociale dans la transition écologique? Où elle est? Pardon. Qui bénéficie des mesures d'accompagnement? Les plus riches? Non, c'est les foyers non imposables. Qui est-ce qui utilise la prime à la conversion? Pour les automobiles, c'est difficile, ça mérite qu'on le parle et qu'on le dise calmement. Moi, je le dis, parce qu'on ne l'a pas assez dit.
on avait prévu de faire 100 000 primes à la conversion par an dans le quinquennat, soit 500 000. À la fin de cette année, on sera à 280 000. Vous savez qui le fait? C'est pas les riches. 70% des gens qui le font, ils sont pas imposables. 95% des gens qui le font, ils vivent pas en Île-de-France. C'est pas les riches. Ce sont des gens qui, parce que ils arrivent, parfois leur véhicule est ancien et qu'ils bénéficient de cette mesure. Et comment font-ils pour trouver les 5 000 € pour changer leur véhicule? Je vais vous donner... Pourquoi est-ce qu'on ne leur propose pas un prêt à taux zéro? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je suis allé sur un site bien connu qui s'appelle La Centrale. Vos auditeurs peuvent y aller. Hier, regardez, et vous avez une Zoé. Alors ça, c'est pour 100% électrique. Je vous parle même pas d'autre chose. Mais une Zoé 100% électrique. À 10 000 €? Non. 7 990 €, elle a 7 000 km, elle n'est pas neuve. 7 000 km, on peut considérer que c'est pas beaucoup. Et bien, vous savez quoi? Elle vous coûte 1 990 € avec la super prime à 5 000 € et elle vous coûte 1 000 € de moins en carburant par an. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y en a beaucoup, des Zoé électriques d'occasion. En tout cas, moi, je suis allé hier sur la Centrale, j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une autre qui est à essence. J'en ai trouvé une autre qui est à essence parce qu'il n'y a pas des prises électriques, des bornes de recharge partout. Ça, c'est aussi le job de l'État de proposer ça. Bien sûr. Il n'y a pas des bornes de recharge partout. Quand vous regardez, par exemple... Et vous avez pris du retard. Pas vous, une avant, Twingo, pardon, une Twingo hier, 5 litres au 100, plutôt que quelque chose qui consomme 7 litres au 100. Ça vous permet de faire des économies. Vous savez à combien elle est? 4 650 €. Vous savez combien de primes vous pouvez bénéficier? 4 000 €. Elle vous coûte 650 €. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y a aussi des possibilités. Est-ce que je dis que c'est simple? Non. Est-ce que je dis que ça change les comportements? Attendez. Et ça change les habitudes? Oui. Est-ce que c'est emmerdant? On va dire le mot. Oui, c'est vrai que c'est emmerdant. Mais je vais vous dire, c'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pas par plaisir qu'on fait des choses qui sont pas populaires. C'est parce qu'on en a besoin pour désintoxiquer notre économie du tout pétrole. Parce qu'on ne veut pas que le porte-monnaie des Français soit dans la main de pays qui produisent le pétrole et parce qu'on pense que c'est bon pour l'environnement. Est-ce que le pouvoir d'achat passe avant l'écologie? Est-ce que le pouvoir d'achat passe avant l'écologie? Je pense que c'est un très mauvais débat que d'avoir celui-là. Très mauvais. C'est une question posée dans une enquête. Vous savez pourquoi c'est un mauvais débat? Parce qu'on aura bien l'air malin si on est tous malades dans 20 ans avec plus de pouvoir d'achat. Moi, je suis sûr que les Français, ils sont attachés à un truc. Et vous savez, ce vieil adage français, la santé, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On a 48 000 morts par an en France du fait de complications respiratoires. Et dans les métropoles en particulier. 2500 à Paris. 2500 morts. C'est un Parisien sur 1000 l'an dernier. Bon. Soit on continue et on continue à danser sur le volcan, soit on prend ça à bras-le-corps. Pourquoi les Français ont-ils ce sentiment, et c'est une réalité, que les dépenses contraintes augmentent plus que leur pouvoir d'achat? Les dépenses contraintes, c'est quoi? C'est, je ne sais pas, les frais bancaires. C'est d'abord le logement. Le logement. Bien sûr, c'est le logement. Mais regardez ce qu'on est en train de faire sur le logement. On est dans un pays fou où on a, par la dépense publique, organisé l'inflation du prix du logement. En subventionnant les bailleurs et en subventionnant les locataires. On a mis de l'argent dans les deux bouts du système. Pour un système très inflationniste. C'est ce qu'on est en train de défaire. C'est ce que Julien Denormandie s'est acharné à faire dans cette loi Elan qui a été tant décriée. Pourquoi est-ce que, à nouveau, la taxe d'habitation, pourquoi est-ce qu'on la supprime? Ce sont des bases imposables qui ont 40 ans d'âge. Parce que c'est ce qu'on paye là, ce qu'ont dit les gens hier. C'est le ras-le-bol des 40 années où on n'a pas fait des choses, où on n'a pas fait les choix. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est le cible de la colère. En 98, la fiscalité écologique, ils la mettent en place en 2000, ils plient les Gaules. En 2000, 2 ans après. Ça nous aurait rapporté, ça nous aurait permis d'accompagner cette transition. Je le dis aux présidents de région, et il y en a qui sont sincères dans la bagarre, mais très franchement, Laurent Wauquiez, Hervé Morin, ça fait 3 ans qu'ils sont présidents de région. Ils ont la fiscalité maximum dans leur région. Pourquoi ils l'ont pas baissé? Dites-moi, comment se fait-il qu'Emmanuel Macron soit devenu le symbole d'une politique injuste et arrogante? Franchement, c'est bien qu'il y a des raisons. Parce que, vous savez, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas dit aux Français la vérité. Qu'on les a un peu trimballés, qu'on leur a dit à chaque colère, on va vous faire un plan, vous allez voir, on va régler le problème. Et d'ailleurs, très souvent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il dit la vérité qu'il est la cible? Si juste je peux écoutez-moi, simplement sur ça. Quel était le triptyque immanquable des 30 dernières années dans la vie politique française? Un problème émerge, on fait une dépense, l'année d'après un impôt. C'est immanquable. C'est ce qui s'est toujours passé depuis 30 ans. Ce à quoi nous, on essaie de répondre par... On a identifié les problèmes. On ne va pas vous expliquer que dans un coup de baguette magique, on va régler tous les problèmes. Parce que si on s'attache uniquement à traiter les symptômes du mal, on ne règle pas les racines du problème. Et nous, on veut s'attaquer aux racines des problèmes.
l'éducation, la formation, la mobilité, tout ce qu'on fait là-dessus. Oui. Et je vais vous dire, mais même un truc tout bête. Mais ce discours peut être entendu, mais pourquoi est-ce que une partie des Français ne l'entendent plus? Parce qu'il est difficile. Parce qu'il n'a pas été tenu depuis le début. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude d'Emmanuel Macron qui était en cause. On a infantilisé les Français depuis 30 ans en leur expliquant qu'en un claquement de doigts, l'État pouvait tout régler. C'est pas vrai. On leur a raconté des histoires. Et moi, je le dis. Pourquoi est-ce qu'on vit une confrontation directe entre une partie des Français et le président de la République? Pourquoi? Mais c'est pas le président de la République en tant que tel. Mais non, regardez, vous avez 20 000, vous avez la moitié des maires de France qui ne veut pas repartir à l'élection. Ils vous disent quoi, les maires? Les maires, c'est pas le président de la République. Ils vous disent c'est trop dur, on sait plus faire face. Parfois, on est dans des rapports très difficiles. Il y a de la défiance généralisée. C'est pas les présidents de la République, ce sont des maires. Le maire, c'est l'élu par excellence qui est en proximité immédiate. C'est celui qui prend la crise sociale de plein fouet. Mais parce que ça devient trop dur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ces transformations depuis 30 ans. Parce qu'on a laissé s'effilocher le système. Parce qu'on a laissé les gens dans la désespérance. Nous, on veut remettre de l'optimisme et de la confiance dans le système. Et ceux qui jettent de l'huile sur le feu... Vous pensez à l'opposition? À toutes les oppositions, d'ailleurs. À toutes les oppositions. Et quand je vois hier, avec les micros, et ils ont le sourire aux lèvres, alors que les gens autour, eux, ils n'ont pas le sourire. Croyez-moi. L'opposition appelle à la poursuite du mouvement, d'ailleurs. Elles sont très choquantes. Quand on voit des responsables politiques, petit sourire en coin, en disant « Ah, c'est bien difficile ». Vous les avez tous vus défiler hier sur vos chaînes d'infos, j'ai pas envie de leur faire la publicité. Benjamin Griveaux, j'ai une question parisienne. Apple qui ouvre un magasin géant à Paris sans payer d'impôts en France, ça vous choque ou pas? Mais vous savez, ce qu'on est en train de faire, les GAFA, regardez, on nous avait dit que c'était impossible, parce que c'est l'Union européenne et que c'est par définition impossible. L'année dernière, il y avait 15 pays qui étaient prêts à taxer les fameux GAFA, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon. Bon, on est à 23 pays. On n'est pas loin de l'unanimité fiscale. Sur un sujet comme celui-là, en Europe, ça prend en général 10 ans. En un an, on est à 23 pays. Eh ben, rendez-vous. Avant la fin de l'année. C'est l'objectif qu'on a fixé au Conseil européen qui se déroulera en décembre. Il y a 4 pays pour l'instant. Il y a l'Allemagne qui est en bascule. Il y a la Suède, il y a le Danemark et il y a l'Irlande. On a convaincu 23 des 27. En un an, c'est pas si mal. Sur un sujet fiscal, croyez-moi, c'est même un bel exploit de Bruno Le Maire. Et donc, on va continuer, mais c'est en se retroussant les manches. C'est pas en faisant des effets de tribune, en condamnant les uns les autres, c'est en se retroussant les manches, en passant du temps avec les gens et en disant voilà, il faut pouvoir fiscaliser. Et non, ça n'est pas normal que quelqu'un puisse ouvrir une surface commerciale de cette taille à Paris, en France ou ailleurs, d'ailleurs pas qu'à Paris, et pas payer d'impôts. Non. 80 à 100 milliards d'évasion fiscale, c'est bien cela? Combien a-t-on récupéré? Alors moi je dispose pas des chiffres là, il faudra là. Donc c'est la colle du matin, donc je vais me renseigner auprès de Gérald Darmanin. Oui. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que suite aux différentes affaires, et vous savez notamment il y avait eu les différents leaks faits par les journaux, notamment par Le Monde, c'est la France qui a le plus instruit de dossiers à l'issue de ces révélations qui ont été faites par la presse, qui a joué un rôle important dans ces révélations et qui met en place les mécanismes les plus durs. Mais ce que je souhaitais dire aussi tout à l'heure, c'est que cet argent qu'on pourrait redistribuer aux plus modestes. J'entends parfaitement. Benjamin Griveaux. J'entends parfaitement. Mais vous savez quoi? Il y a aussi autre chose. On attend la mobilisation des entreprises. Parce que depuis 18 mois... Qu'est-ce que vous leur demandez aux entreprises là? Eh bien, depuis 18 mois, on a beaucoup accompagné et c'était indispensable. La compétitivité de nos entreprises qui n'étaient pas compétitives vis-à-vis de leurs concurrents allemands, européens ou internationaux. Exactement. Baisse de... Converse par exemple à Total. J'ai rien contre Total particulièrement, mais tout de même. J'ai bien compris. C'est exactement l'esprit d'intervention qu'elle amène. Vous avez parfaitement compris. Donc suivez mon regard. On a transformé le CICE en baisse de charges pérenne désormais. C'est important, ça permet aux entreprises d'être plus compétitives. Il faut qu'elles y répondent de deux manières. Comment? Par l'emploi et par le fait de par le fait de bien rémunérer le travail. On a baissé les charges, on leur dit embaucher, jouer le rôle qui est le vôtre. Ce n'est pas en France. Vous leur dites, mais ça n'est pas en France l'État qui crée les emplois. Ça n'est pas l'État qui crée les emplois, ce sont les entreprises. Et vous savez quoi? Ce sont les PME et les TPE. Quand on va dans les territoires, on le voit. Regardez, pour la première fois, parce qu'on est, vous savez, c'est le journal des mauvaises nouvelles quand on allume la télé en ce moment. Il y a une bonne nouvelle. Alors, 10 000 emplois industriels l'an dernier qui ont été créés, cette année. 10 000 emplois industriels. C'est la première fois qu'on recrée des emplois industriels en France depuis très longtemps. Qui le fait? Pas les grands groupes du CAC 40, c'est les PME et les TPE dans nos territoires. Pourquoi elles le font? Parce qu'elles ont bien vu que les dispositifs qu'on a mis en place leur permettent de le faire parce qu'elles retrouvent de la compétitivité. Donc il faut qu'on se retrousse les manches. L'État, les pouvoirs publics, et je vais vous le dire,
Moi, ça Les me rend entreprises. dingue que les 560 000 personnes qui ont le droit au chèque énergie ne l'aient pas touché. Et donc, on va faire en sorte que notre administration se bouge pour pouvoir faire en sorte que les Français qui ont droit à quelque chose le touchent. Et c'est aussi le job des entreprises de se retrousser les manches. On n'y arrivera pas tout seul. Eh bien, nous verrons dans les prochains jours si vous êtes entendu par les Français. Benjamin Griveaux, merci. 8h53. Merci à vous.